Nous sommes engagés. Public. Bonjour tout le monde, bienvenue aux Engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante. Aujourd'hui, je suis avec Louis-Philippe Valiquette. ainsi que Léo Bureau-Blouin. Donc, beaucoup de choses à discuter cette semaine, dont les gens sont bien choqués dans le reste du Canada et beaucoup de Canadiens errants au PQ et au PLQ. Donc, cette semaine, on a notamment l'entrevue qu'on a faite avec Sylvain Lévesque, qui est disponible. On s'est intéressé notamment au dossier de la souveraineté, puis l'engagement. On a aussi, là, dans le fond, au niveau de la souveraineté, on a questionné s'il y avait vraiment un plan secret au niveau de la CAQ par rapport à la souveraineté. Puis, on a aussi vu comment Sylvain Lévesque là, s'était engagé politiquement. Donc, on vous invite à aller écouter ça. Ça a été fait par notre bon ami Denis. Donc, on plonge dans les nouvelles. On a notamment le scandale SNC-Lavalin. Donc, lundi, la ministre du Conseil du Trésor, Jane Philpott, a annoncé qu'elle démissionnait en raison de l'affaire SNC-Lavalin. En raison du principe de solidarité ministérielle, ça dit incapable de défendre le gouvernement. Peut-être pour expliquer un peu le principe de solidarité ministérielle, dans le fond, les gens, quand ils sont en réunion entre ministres, peuvent débattre, peuvent échanger les sujets, mais la tradition veut qu'une fois sorti du Conseil des ministres, tout le monde se met d'accord ou tout le monde lance le même message, même si peut-être que profondément, les gens ne sont pas d'accord. Donc, à cause de ça, elle se dit qu'elle n'est pas capable d'avoir confiance dans le gouvernement, puis elle ne peut pas, dans le fond, défendre le gouvernement dans la manière qu'ils ont géré le dossier, puis la façon qu'ils ont répondu aux enjeux soulevés. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que le Conseil du Trésor, c'est un poste clé. C'est elle qui détient les cordons de la bourse. C'est elle qui, au final, donne l'argent aux différents ministères. Donc, c'est vraiment un ministère important. C'est peut-être le troisième, surtout fédéral, là, c'est peut-être le troisième. Là. Il y a le ministre des Finances qui est un peu le vice-premier ministre. Là. Puis après ça, le Conseil du Trésor. Pourtant, malgré tout ça, Jody Wilson-Raybould, si on se souvient, là, c'est celle qui a enclenché un peu le processus de contestation contre le gouvernement Trudeau, a décidé de se présenter, puis elle a dit qu'elle va être candidate libérale aux prochaines élections. Donc, elle démissionne comme ministre, mais elle se définit toujours libérale. Puis, Justin Trudeau va falloir qu'il vive avec ça. Pendant ce temps-là, il y a le ministre de la Justice et la procureure générale du Québec, Sonia Lebel, qui croit qu'elle n'interviendra pas dans le dossier dans le moment. Donc, elle veut se tenir au loin puis voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du fédéral. Donc, Léo, toi qui finis ton bureau, ton barreau, est-ce que la séparation de pouvoir, c'est pas si important que ça? Oui, bien, la séparation des pouvoirs, c'est clair que c'est important, puis c'est ça qui est au cœur de ce scandale-là, si on veut, c'est qu'il y a normalement l'exécutif et le judiciaire, c'est censé être deux pouvoirs qui sont bien séparés. Et là, ce que Jody Wilson-Raybould, justement, accuse M. Trudeau d'avoir fait, c'est d'avoir fait pression sur le judiciaire, d'avoir confondu un peu ces deux pouvoirs-là, et c'est ce qui crée un peu toute cette controverse. Moi, ce que je dirais, par exemple, là-dedans, c'est que ça amène tout un débat comme, c'est ça, sur la séparation des pouvoirs, puis il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui ont suggéré que le ministère de la Justice devrait peut-être être séparé du procureur général. C'est le cas, par exemple, dans plusieurs pays, comme au Royaume-Uni, et il y a eu plusieurs débats dans les journaux, justement, cette semaine, à cet effet-là. Moi, mon petit grain de sel là-dessus, c'est que je trouve quand même qu'il y a un peu d'acharnement dans ce dossier-là, dans le sens que il reste que SNC-Lavalin, c'est une entreprise hautement stratégique, puis moi, ça m'offense pas tant que ça de voir que le premier ministre s'est miné là-dedans, puis il a dit à la procureure générale qu'il faudrait considérer quelque chose comme un accord de réparation, qui est ce qui était prévu dans la loi là, anticorruption. Puis Benoît Dutrisac, justement, dans le Devoir, justement, en parlait cette semaine, puis il disait que c'est quand même étrange qu'on n'ait pas toutes les explications sur pourquoi cet accord de réparation a été refusé. Puis je m'étonne quand même de voir un peu tout le scandale, puis toute l'ampleur qu'a pris ce dossier-là. Oui, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que
les ministres, dans le fond, ne s'expliquent pas à cause de la solidarité ministérielle, à cause des raisons obscures, là, surtout au niveau du premier ministre. Puis aussi, ben, toute cette notion-là de séparation du pouvoir, c'est quand même quelque chose de flou parce que malheureusement, c'est pas super bien enseigné au secondaire ou dans le parcours scolaire des élèves. Puis ça devient difficile, dans le fond, de comprendre un peu là, toutes les ramifications de cette histoire-là. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'aussi, peut-être que c'est pas super bien enseigné ou ça fait peut-être pas partie des connaissances communes, disons, mais justement, c'est ça, c'est pas seulement que c'est pas bien enseigné, c'est aussi qu'il y a l'importance que ça doit avoir. Non seulement pourquoi est-ce qu'on a une séparation des pouvoirs, mais pourquoi est-ce que c'est important, peut-être d'un point de vue philosophique, d'avoir une séparation des pouvoirs. Ça aussi, c'est pas nécessairement bien connu. Puis même parmi les gens qui connaissent la séparation des pouvoirs, des fois, c'est pas bien connu toute la pensée derrière ça. Si on s'intéresse aux engagés publics, notre motivation principale, c'est l'engagement politique. Puis, je pense que Justin Trudeau avait quand même réussi à motiver des gens à s'engager politiquement, des gens qui ne l'avaient pas fait auparavant. Est-ce qu'il va y avoir une génération qui va être déçue de cette histoire-là? Puis, est-ce que ça va créer un désenchantement politique? C'est dur à dire quand même l'impact que ça va avoir parce que surtout au Québec, ça n'a pas le même écho, je trouve, que dans les médias du reste du Canada, par exemple. Si on regarde, c'est couvert de façon beaucoup moins intense, disons. Si on compare à Maclean, qui cette semaine faisait la une, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Justin Trudeau marqué l'imposteur, et ça rejoint un peu ton propos de toute une génération déçue. Tandis que quand on regarde les médias québécois, on a plusieurs chroniqueurs qui se sont portés justement à la défense de Justin Trudeau en disant, écoutez, SNC-Lavalin, c'est une entreprise importante, il y a des dispositions justement dans le code criminel pour permettre ce genre de situation-là. Puis en ce moment, le poste de procureur général puis de ministre de la Justice, même si en effet il y a une forme de confusion des pouvoirs, il reste que c'est le même poste. Et cette dame-là, Jody Wilson-Raybould, était quand même une élue, une politicienne. Donc c'est impossible de totalement l'isoler des pressions politiques. Sinon, aussi, une autre question que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une espèce de colère qui va avoir lieu par rapport à ça? Les gens, peut-être plus à l'extérieur du Québec, vont se tourner vers le Parti conservateur, un peu comme ils l'ont fait après le scandale des commandites, puis vont voter pour un Parti conservateur un peu en vote de protestation. Mais après avoir élu un gouvernement qui est progressiste, un gouvernement qui avait, au niveau du gouvernement libéral, là, qui avait gagné un nombre de sièges qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, vont voter en vote d'opposition pour se ramasser avec un gouvernement qui ne répond pas vraiment à leurs valeurs aussi. C'est un peu paradoxal de voter pour justement le parti qui pousse le Parti libéral à se mettre à l'avant sur cette question-là. Il demande la démission du premier ministre, etc. Fait que, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait défendre la question du nationalisme, disons, économique en votant pour le Parti conservateur qui, justement... Mais je parlais plus, mettons, à l'extérieur du Québec, tu sais. Comme je me demande si il y a eu un virage, je pense, progressiste avec l'élection de Justin Trudeau, puis je pense que ça s'est reflété dans les médias, dans la société, dans ce genre de choses-là. Mais là, tu as un vote d'opposition, puis c'est comme, moi, dans mon milieu de travail avec les gens anglophones, Trudeau est fini, nanana, je vais voter conservateur, puis tout ça. Puis là, t'es comme, vraiment, vous allez voter conservateur, c'est ça que vous voulez, tu sais? Ouais. Vous voulez retourner à ces valeurs-là, puis aux années de Stephen Harper? Ah ouais, mais Trudeau, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien effrayant, tu sais. Ça m'inquiète beaucoup par rapport à l'avenir politique, ou en tout cas les 4 prochaines années dans le Canada, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est là. Bien, c'est pas juste dans ton milieu de travail. On voyait un sondage qui paraissait ce matin, puis qui donnait 9 points d'avance justement aux conservateurs, notamment dans des provinces clés là, comme l'Ontario. Les conservateurs ont vraiment creusé leur avance dans les derniers jours, puis il semble que toute l'affaire SNC-Lavalin, ça a été un des facteurs clés de ça. Mais c'est vrai que c'est dur un peu de comprendre qu'est-ce qui amène les gens là, soudainement à se lancer dans les bras des conservateurs qui sont vraiment très loin justement des libéraux sur toutes les valeurs progressistes là, que tu as évoquées. Mais on dirait que c'est comme s'il y avait un désenchantement peut-être par rapport à Justin Trudeau, puis par rapport à son parti, puis à son image de gars parfait, puis tout ça. Puis là, on dirait que toute cette affaire-là, ça vient faire... ça ternit justement cette image. Bien, il nous reste 7 mois pour savoir la conclusion de ça. Ça va être avec une élection qui risque d'être haute en rebondissement.
Dans le 18 000 dossier Gate, le gouvernement Legault a accepté le renouvellement de l'injonction de la Cour supérieure qui le force à traiter les 18 000 dossiers d'immigration en attente. Québec ne va pas contester la décision à nouveau devant la Cour. Ce qui n'a pas empêché le ministre Jolin Barrette de défendre son projet de loi, notamment dans une sortie rare contre la protectrice du citoyen. Il s'en est pris à elle pour avoir critiqué l'abandon des 18 000 dossiers. Puis, selon le ministre, la protectrice ne comprend pas le système d'immigration. Peut-être pour expliquer un petit peu, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, la protectrice du citoyen, dans le fond, c'est le dernier rempart quand il y a des gens qui jugent qui sont, par exemple, avec Hydro-Québec, ils jugent qui n'ont pas été traités, ou je me souviens plus Hydro-Québec, là, je ne sais plus si ça fonctionne, mais avec des organismes gouvernementaux, puis ils n'ont pas été traités correctement, ils ont fait tous les appels qu'ils avaient besoin, puis le gouvernement ou l'organisme gouvernemental ne veut pas les entendre, bien, ils peuvent faire appel à la protectrice du citoyen qui, elle, va aller enquêter, voir si vraiment le traitement était correct. Puis, mais dans le fond, quand il est sorti contre les 18 000 dossiers, bien, le ministre conteste ça. Sinon, la réalité américaine nous a rattrapés. Il y a des pirates informatiques qui ont essayé de manipuler l'opinion publique dans le dossier de l'immigration au Québec. Des comptes Twitter automatisés, des chaînes de lettres ont été envoyées aux députés, puis ça a été orchestré par des pirates informatiques contre la réforme de l'immigration. Puis, tous les comptes répertoriés semblent provenir d'Iran. Il y a des gens qui ont été contactés en Iran, puis qui disent que c'est des messages légitimes faits par des vraies personnes, mais c'est des messages qui sont tous similaires. Donc, on se demande, est-ce que c'est automatisé? Est-ce que c'est vraiment des gens qui font juste répéter sans comprendre vraiment les enjeux, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, LP, est-ce que la CAQ fait le ménage du système ou elle fait dans l'idéologie? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que, tu sais, on en a... je pense que peut-être qu'ils nous ont écoutés là, dernièrement. Tu sais, nous, on avait proposé là, qu'ils traitent les dossiers quand même, là, puis qu'ils mettent l'emphase sur ceux qui habitent déjà au Québec. Tu sais, c'est un peu la décision qui a été prise de, premièrement, prioriser ceux qui travaillent déjà présentement au Québec. Il y a quelque chose comme 3 000 à 4 000 dossiers de personnes qui travaillent au Québec. Puis, en tout cas, je veux dire, je pense que ça fait bien du sens qu'ils finissent par traiter ces dossiers-là. Je trouvais depuis le début que ça faisait, en tout cas, que ça avait peu d'allure que, justement, ils mettent ça aux oubliettes puis qu'on recommence à zéro. Je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé déjà beaucoup pour ces dossiers-là. Fait que là, rendu ici, peut-être que oui, leur système risque d'être plus efficace, mais ensuite, je veux dire, ça les empêche pas de traiter les 18 000 dossiers, ou du moins ceux qui sont, au moins ceux qui habitent au Québec, etc. Sinon, est-ce que c'est de l'idéologie, tu me demandais, Jean-Samuel? Peut-être que initialement, c'était... Je pense pas que c'était de l'idéologie, je pense que c'était plutôt du vouloir bien faire, vouloir recommencer à zéro sans nécessairement être au fait de toute la situation pour un migrant. Je veux dire, il y a des gens qui c'est quasiment une carrière d'essayer d'émigrer dans un nouveau pays. Je veux dire, c'est pas une affaire que tu fais en te levant le matin, « Ah, tiens, je déménage au Québec ». C'est un processus, puis de couper ce processus-là, alors que pour certains, ben, il devait être pas trop loin de l'achèvement, c'est un peu odieux, là. Léo, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis assez d'accord. Moi aussi, depuis le début, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi le gouvernement Legault a fait de cet enjeu-là une priorité ou enfin, pourquoi ils ont choisi cette bataille-là. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont déjà, disons, beaucoup sur leur plat avec la réforme sur la laïcité. Ils veulent également réduire les seuils d'immigration. Puis ça, c'est en plus de tout le reste. Puis là, il me semble qu'en choisissant ce dossier-là, puis en annulant les 18 000 dossiers, ils se sont comme peinturés une grosse cible dans le front. Puis surtout que c'est une chose de modifier les règles d'immigration pour l'avenir, mais quand tu modifies les règles pour les gens qui sont déjà ici ou qui ont déjà postulé, bien là, tu peux mettre des visages, tu peux mettre des noms. Puis ce qu'on voit dans les journaux depuis plusieurs semaines, bien, c'est des cas d'immigrants parfaits, puis qui là, vont être repoussés. Donc moi aussi, je suis assez d'accord avec vous autres, qu'il me semble qu'on devrait traiter les dossiers, à tout le moins des gens qui sont déjà ici. Puis c'est que ce dossier-là, ça fait ressortir aussi peut-être le côté, le manque d'empathie peut-être du ministre Jolin Barrette, où on a l'impression que vraiment, il ne veut pas du tout faire de compromis sur ce sujet-là, alors que je pense qu'ils ne sont pas en adéquation avec l'opinion publique là, sur
sur en tout cas les 18 000 dossiers, tandis que je pense que les gens les suivent sur la plupart de leurs réformes en matière d'immigration, mais là, je pense qu'ils ont vraiment échappé le ballon sur cela, puis j'aurais tendance à dire que là, dans ce cas-là, il y a un peu d'idéologie. Ouais, pour moi, je trouve que c'est plus un côté bureaucrate. J'ai plus l'impression ils ont un projet, ils s'en vont à quelque part avec cette nouvelle loi-là. Peut-être que la loi est soutenue par une certaine idéologie, oui, mais j'ai vraiment l'impression que la décision de potentiellement annuler ces demandes-là, c'est vraiment une décision bureaucratique, là. Parce que c'est quoi, ils se disent, ben là, si on change de système pour l'avenir, on est aussi bien de repartir à neuf, finalement. Ils pèsent sur le bouton reset, c'est peut-être ça un peu la mentalité derrière ça. Mais sinon, moi je trouve ça intéressant parce qu'au niveau des comptes Twitter des Iraniens, ou en tout cas des comptes automatisés, si ça ne l'est pas, c'est vraiment une démonstration d'un engagement, d'une communauté qui veut faire pression pour 1000 raisons, parce qu'il y a des gens qui ont appliqué, des gens qui veulent venir ici. Puis, même si c'est automatisé, c'est une communauté qui utilise, dans le fond, tout ce qu'on vous parle depuis le début des engagés publics pour faire pression sur un organisme gouvernemental pour faire changer les choses. Puis peut-être que c'est plus l'opinion du public du Québec, les sorties qu'on a eues, mais c'est le genre de choses qu'on en parle dans les médias. Ça l'influence certainement le débat. Puis ça démontre un peu la pertinence, même si c'est automatisé, de venir se questionner ou de venir questionner nos élus pour essayer de les influencer. C'est clair. Puis ce genre de tactique-là, des fois, on peut se demander un peu c'est quoi l'utilité, mais pour avoir vécu un peu des fois de l'intérieur ce genre de campagne organisée où on envoie plein de lettres aux députés, où on appelle, ça finit quand même par fonctionner parce que, tu sais, si tous les députés là, de la CAQ dans leur circonscription, dans les dernières semaines, ils ont reçu un paquet de lettres, de messages, de courriels, bien, qu'est-ce qu'ils vont parler, vous pensez, dans le caucus du mardi matin là, de tous les élus? Bien, ils vont parler de ça, puis il y a des gens qui vont prendre la parole, puis fait que veut pas, ça en crée une pression, puis ça fonctionne quand même, ce genre de méthode-là là, organisée. Souvent, c'est organisé par des associations ou des syndicats. Là, dans ce cas-là, c'est plus difficile, en effet, de comprendre exactement d'où ça vient, mais peu importe c'est qui est derrière ça, je suis d'accord avec toi que c'est un bel exemple quand même de mobilisation citoyenne. Ben, je me questionne parce que quand on parlait des États-Unis, pour moi, je l'ai toujours vu un peu d'un côté, l'objectif, c'était plus de déstabiliser que de vraiment là, avoir c'est une pas ça, influence. Excuse-moi? J'ai dit, tandis que là, en effet, ça ne semble pas être ça l'objectif. L'objectif, Ouais, ça n'a pas l'air d'être de décrédibiliser le gouvernement du Québec ou de faire perdre confiance dans la démocratie québécoise. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment comme un outil pour faire pression. Fait que je vois un peu moins la comparaison avec les États-Unis, où est-ce que je vois vraiment, tu sais, que ce soit autant les fausses nouvelles que les attaques, que les cyberattaques, que bon, les comptes Twitter, les faux comptes Twitter, etc. Je vois vraiment ça comme une tactique pour déstabiliser l'ordre américain, la confiance envers le système. Tandis qu'ici, c'est pas vraiment le cas, là, selon moi. Fait que je pense qu'on a quand même affaire à une situation différente. Peut-être qu'ils utilisent des moyens semblables, mais avec un objectif différent. Bon, ben, allez-vous créer des bots, puis allez noter les comptes Twitter de tout ce qui existe. Sinon, on revient à mon sujet favori, le radeau de la méduse. Donc, dans la foulée de la promotion de son prochain livre, Qui veut la peau du Parti québécois, Jean-François Lisée a fait des révélations choc dans l'actualité. Il a raconté l'opération Jacinda qui prévoyait sa démission comme chef l'été dernier et l'avènement de Véronique Yvon à la tête du PQ avant la campagne électorale. Donc, Yvon a confirmé sur sa page Facebook, il m'apparaît de surcroît qu'il aurait eu une pointe de cynisme, ce cynisme que je cherche tant à combattre, à remplacer le chef à une semaine du déclenchement des élections, comme s'il s'agissait seulement de mettre une nouvelle tête in extremis et que le chef se résumait à une image et non à une personne qui, au moins, a un minimum de temps pour donner une impulsion particulière et exercer un leadership réel en bâtissant une équipe, en mettant de l'avant des priorités et en donnant un souffle qui lui est propre à une campagne, en la préparant, la menant et l'assumant. Donc, Léo, je sais que certaines personnes ont été tes collègues, mais Lisée a sûrement en tête quelque chose avec ça. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train de manigoter ou de faire?
Ben, je pense pas que Lisée essaye, par exemple, de discréditer Véronique Yvon. Je pense que vraiment ce qui est en tête, c'est surtout la promotion de son nouveau bouquin. C'est quelqu'un qui maîtrise bien l'art du marketing, qui est bon dans la mise en scène aussi de lui-même. Puis je pense que là, il est très conscient que ce genre de révélation-là va créer de l'intérêt autour de son nouveau livre. Moi, le premier, j'ai envie de savoir ce qu'il raconte là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça met quelqu'un comme Véronique Yvon quand même dans une situation difficile parce que là, a posteriori, on se dit, ben, peut-être qu'elle aurait été mieux d'y aller, peut-être que le Parti québécois aurait eu un meilleur score. Donc, ça la met dans une position difficile, mais je n'ai pas l'impression que c'était nécessairement ça l'intention de Lisée en faisant ces déclarations-là. J'ai l'impression que son objectif, c'est vraiment davantage un objectif marketing là, qui est de celui d'émousser son livre. Oui, comme tu dis, je pense que c'est plus facile de... Si qui que ce soit voulait lui accorder, ou plutôt lui attribuer les résultats de la dernière élection, en lisant ça, peut-être que la personne se dit « Ah, il y avait tout le parti contre lui, donc c'est pas seulement de sa faute, il nageait à contre-courant pour essayer de sauver un parti qui était contre lui. » Ben bon, est-ce que tout ça, c'est une grande opération marketing pour un prochain projet? Je sais pas. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il va y avoir des histoires assez intéressantes et croustillantes comme celle-là dans ce livre. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de, potentiellement, des démentis ou, en tout cas, ou du moins des confirmations comme Yvon. C'est quand même intéressant de voir que quand, suite à la défaite électorale de 2014, Jean-François Lisée, dans le livre qu'il avait écrit justement suite à ça, il s'était beaucoup dissocié de toute la charte des valeurs, puis tout ça. Puis là, ben, on voit un peu le même phénomène où là, bon, il veut montrer que finalement, lui, il a tout fait ce qu'il pouvait pour pas que la défaite arrive. Donc, je pense que c'est aussi une opération qui vise à lui, bien sûr, lui donner un peu le beau rôle là-dedans. Puis en effet, quelque chose de noble dans un certain sens de voir que Jean-François reconnaissait que lui, peut-être, n'était pas la bonne personne pour amener un gain électoral au Parti québécois dans le cadre de la dernière élection. Mais encore une fois, c'est que je me mets dans la place de Véronique. Elle devait se dire, ben là, moi, on me demande ça à quelques semaines. Est-ce que vraiment je peux faire quelque chose de un? Puis de deux, comment est-ce que ça va être perçu par les membres, par les autres? Elle a aussi mentionné que, par exemple, quelqu'un comme Alexandre Cloutier, qui lui avait terminé deuxième, mais est-ce que ça ne soulèverait pas justement des questions sur la légitimité de toute l'élection qu'il y avait eu avant? Mais c'est assez intéressant. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Là. Il appelait ça l'opération Jacinda parce que c'est quelque chose de similaire qui aurait eu lieu en Nouvelle-Zélande il y a quelques années puis qui a permis à cette Jacinda d'émerger puis de devenir première ministre là, du Parti travailliste. Mais enfin, ça démontre qu'encore une fois, Jean-François a beaucoup de tours dans son sac. Puis enfin, j'ai bien hâte de voir tout ce qu'il raconte là, dans son livre apparaître. Puis en même temps, je pense qu'on peut aussi le regarder dans l'autre sens, puis se questionner sur peut-être son attitude après un tel événement qui serait peut-être arrivé. Tu sais. Fait que si c'est bel et bien le cas, que ça s'est produit, ça peut peut-être aussi expliquer certaines de ses actions durant la campagne électorale, certaines décisions qu'il a prises peut-être à l'encontre de l'équipe de relations de presse puis tout, ou je pense qu'on a entendu des histoires où vers la fin de la campagne électorale, ben, il partait sur des envolées peut-être qui n'avaient pas été prévues. Fait que tu sais, s'il avait lui-même l'impression que le parti était un peu contre lui, ça peut être des réactions normales justement d'essayer de partir un peu plus de son côté comme ça. Mais je ne sais pas à quel point il avait l'impression que le parti était contre lui, ou plus, je pense que ça, une des thèses qu'il veut défendre dans son livre, c'est vraiment l'idée de ce que j'en comprends, il y avait plus un environnement hostile, l'environnement médiatique, puis en général au Québec où le narratif c'est ben, le PQ c'est fini, c'est mort, tout ça, puis à force de répéter ça tout le temps, mais ça devient un peu une vérité ou une prophétie autoréalisatrice. Moi, c'est un peu comme ça que je vois un peu le titre là, de son livre, puis il se disait, ben, en amenant une nouvelle figure, un nouveau visage, qui est Véronique Yvon, mais ça va casser cette image-là, puis François Legault puis Philippe Couillard ne pourront pas agir de la même façon, ou en tout cas, les Québécois vont être obligés d'écouter aussi un minimum ce qu'on a à dire, alors que là, les gens n'écoutaient pas.
la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que le PQ n'a plus le monopole de la ricane, comme on dit sur Infoman, parce que ça brasse pas mal au PLQ. Le président du PLQ, Antoine Attala, a démissionné vendredi dernier. Le leadership de M. Attala était contesté parce qu'il aurait favorisé ses proches à des postes clés au sein des instances du parti, puis il a évoqué le besoin d'unité dans cette nouvelle période pour justifier son départ. Aussi, les jeunes libéraux souhaitent une course à la direction le plus tôt possible. Selon eux, un nouveau chef est nécessaire pour éviter les divisions internes, puis ils suggèrent aussi que le parti réoriente son image autour de l'environnement plutôt que le fédéralisme. LP, est-ce que le PQ est comme le Canadien errant, banni de son foyer, parcourant en pleurant son pays qui lui est étranger? Mais peut-être comme le quêteux du village qui fait le tour des villages, il cherche encore sa place. Peut-être. Il cherche un peu à se redécouvrir. Tu sais, je pense qu'on l'a vu dans les semaines, dans les mois derniers, plein de franges du Parti libéral qui commencent à jouer la joute politique. Puis, je veux dire, je pense que même, je me questionne, qu'est-ce que va devenir le Parti libéral je sais pas moi, dans 2 ans, disons. Tu sais, de vouloir une campagne c'est quand même un point qui m'a intéressé. C'est quoi? C'est l'aile jeunesse qui veut la course à la chefferie le plus rapidement possible. J'ai l'impression que c'est peut-être une mauvaise décision si on est encore en train de se questionner sur l'avenir sur certaines orientations du parti. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment. On peut voir ça de 2 côtés. Est-ce qu'on fait une course à la chefferie, puis on se fixe, ou on règle ces luttes internes-là, puis ensuite, on a une meilleure idée de qui on est, de qui on veut devenir, pour ensuite élire un chef? J'ai l'impression qu'on va peut-être se retrouver dans une situation... les 2 peuvent mener justement à quelque chose d'assez complexe pour eux, là. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, le Parti libéral a plus cette image d'unité, puis un peu d'omerta qu'il y avait sous Jean Charest, puis même dans une certaine mesure chez Philippe Couillard. Je trouve que c'est un peu amusant quand même de voir toutes ces tensions-là, puis enfin de voir qu'il y a un peu de débat dans ce parti-là. Je pense que ça va leur faire vraiment le plus grand bien. On a vu dans les dernières semaines des gens comme Marois Risky justement critiquer l'austérité, puis souligner que le parti devrait faire un virage plus progressiste. On a vu des gens comme Sébastien Proulx dire que le parti devrait peut-être revoir ses positions sur la laïcité. Donc moi, j'ai quand même bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. C'est comme si... peut-être l'establishment libéral avait comme perdu un peu de sa mainmise ou de son emprise sur le parti. Puis là, on voit que les électrons libres s'activent, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, le parti va retrouver un peu ses esprits puis ses vieilles habitudes. Je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il y a eu beaucoup de départs aussi à l'intérieur du parti puis dans l'organisation politique du parti, mais c'est à la base d'une machine de guerre pour gagner des élections, puis... j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont reprendre le contrôle du véhicule, mais d'ici là, c'est bien de voir qu'il y a un minimum de débat là-dedans. Là. J'ai entendu plein de monde, là, de plein d'horizons, autant du monde qui sont assez à gauche, du monde assez à droite, peu importe, nationaliste ou moins, qui joignaient ou qui militaient pour le Parti libéral avec l'intention de simplement gagner pour ensuite faire avancer leurs idées. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont joint le Parti libéral en se disant peut-être que ce que le Parti libéral est en ce moment ne me représente pas entièrement, mais je sais au moins qu'en militant pour le Parti libéral, je vais faire partie du pouvoir, je vais faire partie du parti qui prend le pouvoir une fois sur 2 minimum, puis bon, dans les dernières années, pas mal tout le temps, jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est justement le moment où toutes ces personnes-là se disent « Oh, c'est le moment de justement faire avancer mes dossiers, défendre mes points de vue pour que éventuellement, quand la CAQ ne sera pas réélue, c'est sûr que ça va être le Parti libéral. Il faut avoir un Parti libéral qui me ressemble. » Oui, ben oui, ça se peut. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... c'est que le Parti libéral n'a pas nécessairement justement une âme super définie sur l'axe gauche-droite. Puis là, même en ce moment, ça semble vouloir bouger un peu même sur l'axe... disons, identitaire. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui disaient « Ah, ben là, il y a peut-être une opportunité d'amener ce parti-là plus à gauche, puis de faire un peu comme ce qui s'est passé avec les libéraux fédéraux sous Justin Trudeau, où le parti a fait un gros virage, puis surtout qu'étant donné que la CAQ se campe plus, disons, au centre
centre-droit, mettons, avec un certain fond, bon, certes léger, mais quand même conservateur. Il semble y avoir beaucoup de monde qui veulent ramener ce parti-là comme plus vers la gauche. Donc, c'est peut-être ça en effet qui se passe, là. Il y a beaucoup de tractations à l'interne où on essaie de redéfinir l'ADN du parti. Il y a le fils de Jean Charest qui a publié plusieurs lettres là, dans les journaux là, au début de l'année où justement lui, il essaie de réfléchir un peu sur l'ADN du parti, puis un peu cette idée de se recamper à gauche en faisait partie, là. Si vous êtes l'auditeur fédéraliste de ce podcast, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il était fédéraliste, tout ça, mais quand on parle d'engagement, c'est là le temps, je veux dire, il y a une commission jeunesse qui est en train de débattre avec les instances, savoir s'ils veulent une course à la direction tout de suite ou plus tard, mais c'est un moment parfait pour venir avancer ces idées, que vous soyez de gauche, de droite, que vous vouliez faire avancer un PLQ qui est plus nationaliste ou plus fédéraliste, mais c'est le moment d'aller s'engager parce que c'est là que vous allez pouvoir changer les choses à travers ce parti-là. Puis ce parti-là reste quand même un parti qui va être influent, puis je pense pas qu'il va disparaître du jour au lendemain. Bien, vous allez avoir une influence qui va être grande, puis c'est là que vous pouvez prendre du galon aussi dans le parti quand le parti est à son plus faible, puis après ça, pouvoir vraiment influencer des choses dans le futur. Puis j'ajouterais que quand un parti est dans l'opposition, comme tu disais, c'est vraiment une opportunité de modeler le parti puis d'amener des idées parce que lorsque le parti arrive au pouvoir, bien là, le nombre d'employés politiques est décuplé, puis il y a beaucoup moins de marge de manœuvre, puis tout est contrôlé et scruté parce qu'on ne veut pas faire de dérapage, on ne veut pas faire d'erreur. Tandis que quand on est dans l'opposition, il y a vraiment... le bar est ouvert, si on veut, puis on est prêt à essayer plein d'idées. Puis je faisais tantôt le parallèle avec les libéraux, le sur Justin Trudeau, mais tu sais, toute leur idée de légaliser le cannabis, par exemple, tu sais, ça ne serait jamais arrivé si le parti, je pense, n'avait pas été troisième dans les sondages, puis s'il n'essayait pas justement de se renouveler, puis d'amener toutes sortes d'idées. Puis si ce parti-là avait été très près du pouvoir, je ne pense pas qu'il aurait pris le risque de proposer cette idée-là. Donc, je rejoins ton point que quand un parti est au plus bas, c'est souvent là qu'il y a le plus de possibilités d'amener des idées qui originales, là, qui sortent du cadre. C'est sûr qu'il y en a qui prennent un petit peu plus de temps dans l'opposition ou comme deuxième opposition pour se décider, mais bon, on en a déjà parlé d'eux autres. Donc, sinon, on va se tourner vers nos voisins du Sud et la course à la présidentielle démocrate. Donc, Hillary Clinton a enfin annoncé, François a mis un enfin au majuscule, a enfin annoncé qu'elle ne se présentera pas en 2020. Bernie Sanders a lancé sa campagne dans son Brooklyn natal. Déjà, il fait des discours devant des foules monstres, notamment à Chicago lundi. Sinon, l'équipe de Beto O'Rourke se mobilise en secret pour une éventuelle campagne à la présidence. Il y a eu 2 sondages intéressants, NBC, Wall Street Journal, où 4 Américains sur 10 votent pour réélire Trump. Puis le terme socialiste est impopulaire au sein de l'électorat. Sinon, dans l'actualité américaine, le comité judiciaire de la Chambre a annoncé lundi une vaste enquête sur 1. La campagne, 2. Les entreprises, 3. L'équipe de transition et 4. L'administration du président Trump. Pour terminer, le leader du Sénat, Mitch McConnell, fera voter une résolution pour bloquer l'urgence nationale de Trump, ce qui forcera Trump à utiliser son veto pour bloquer la résolution. Pour commencer, Léo, est-ce que la file pour se présenter au Parti démocrate commence à être plus longue que celle du IKEA à Québec? Oui, je dirais même qu'elle est aussi longue que pour l'ouverture des premiers bureaux là, de la SQDC là, un peu partout au Québec. Mais on espère que contrairement à la SQDC, ils vont répondre à la demande. Mais plus sérieusement, il y a vraiment beaucoup de talent là, dans tous les candidats démocrates qui se présentent là, pour la présidentielle. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais justement, il y en a comme tellement que même pour des observateurs intéressés, ça devient un peu difficile à suivre. Donc, je me dis, pour l'électeur américain moyen, comment est-ce que les électeurs peuvent apprendre à connaître ces candidats-là, apprendre à les distinguer. Donc, c'est sûr que le processus américain est tellement long, puis nécessite tellement de ressources qu'éventuellement, juste par exemple au niveau de l'argent, mais là, les donateurs vont faire des choix, puis il n'y aura pas nécessairement assez de fonds pour permettre à tous ces gens-là de durer longtemps. Mais là, c'est juste qu'en effet, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu mentionnais entre autres là, Beto O'Rourke, là, auquel on avait consacré là, un épisode qui s'était présenté au Texas là, dans les dernières midterms. Ça, c'est le genre de candidature, je pense, qui va attirer beaucoup d'attention au courant là,
des prochaines semaines. Puis, bien sûr, Bernie Sanders, que tu mentionnais, qui sera présente, mais là, il sera présent dans un contexte très différent de la dernière fois, où il est déjà connu, mais c'est quelqu'un quand même d'assez âgé, puis est-ce qu'il va réussir à recréer le même enthousiasme, puis le même phénomène de nouveauté que la dernière fois? J'en sais trop rien, mais en effet, là, la file, elle est longue, puis je dirais même trop longue, dans le sens que c'est un problème, je pense, pour les démocrates, où là, les donateurs sont divisés, les militants se répartissent en tout ça, puis ça ne permet pas de faire émerger une figure forte contre Trump. J'ai suivi un peu le lancement de campagne de Bernie Sanders, puis oui, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça intéressant parce que il a essayé d'amasser 1 million de signatures en une journée, puis je pense que c'était 10 millions de dollars, puis il a presque réussi. Mais si on fait un parallèle là, avec... c'est un peu comme si on faisait les gens qui font des pétitions pour ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pertinent vraiment le premier jour de récolter 1 million de signatures par rapport à tout ce que ça va demander, ce que ça demande comme effort logistique, puis est-ce que ça marque tant l'imaginaire que dans 6 mois, on va se souvenir de ce genre de choses-là? Ben, c'est juste, je pense qu'il fait ça parce que lui, sa force, justement, c'est les méga rallyes qu'il organise. Lui, il veut montrer qu'il ratisse large chez les petites gens. Donc, je pense que c'était le chiffre d'1 million, justement, ça frappe un peu l'imaginaire. Mais comme je disais, moi, je me demande à quel point Sanders va être capable de recréer tout le momentum puis le buzz qu'il y avait autour de lui de la dernière campagne. Il y a 4 ans, où là, c'était vraiment lui versus Hillary Clinton, comme deux figures très différentes. Un, justement, qui s'identifie ouvertement comme un socialiste versus Clinton plutôt proche de Wall Street, tandis que là, la plupart des candidats démocrates n'ont pas le même profil, disons, mainstream nécessairement que Hillary Clinton. Puis là, il ne réussira peut-être pas justement à attirer autant d'attention. Donc, en effet, j'ai l'impression que même ces coups d'éclat-là vont être oubliés assez rapidement. On va profiter de ton expérience. En 2012, il n'y a pas eu ce mouvement-là de signature ou ce genre de choses-là. Il y a eu la pétition pour la démission de Jean Charest, mais est-ce que tu sais ou est-ce que tu te souviens d'un moment où c'est une tactique qui a été envisagée, puis les raisons pourquoi cette tactique-là de récolter des signatures ou des appuis comme ça n'a pas vraiment été faite? Bien, on avait fait donc quand je m'impliquais à la Fédération étudiante collégiale, on avait travaillé avec Mathieu Traversier, on avait déposé une pétition au Parlement justement pour s'opposer à l'augmentation des frais de scolarité. On avait récolté peut-être 20 000 signatures, quelque chose comme ça. Mais nous, notre objectif derrière ça, de ce que je me rappelle, c'était surtout un objectif de mobilisation, c'est-à-dire que aller voir quelqu'un pour lui parler d'un sujet, ça peut être une élection ou dans ce cas-là, les frais de scolarité. Des fois, ça prend un peu une excuse, ça prend comme une accroche. Puis dans ce cas-là, la pétition, c'était vraiment cette excuse-là pour approcher les gens et dire « Hey, écoute, est-ce que tu as quelques minutes? T'étais-tu au courant sur les frais de scolarité? Est-ce que tu pourrais signer ça? » Donc, c'était une façon d'aller voir les gens. Puis après ça, c'est aussi une façon de récolter de l'information. Tu peux parfois prendre le numéro de téléphone ou prendre l'adresse courriel. Donc, ça permet d'engager ces gens-là dans une espèce d'escalade d'engagement où la personne commence par signer une pétition. Bon, après ça, elle donne son courriel. Après ça, tu lui envoies, disons, les interventions que fait, par exemple, Mathieu Traversier qui avait déposé notre pétition. Après ça, tu invites la personne à une manifestation. Donc, nous, c'était un petit peu dans cette idée-là que c'était un peu le premier pas vers éventuellement un engagement plus grand. Donc, j'ai l'impression que peut-être Sanders, c'est ça aussi son idée derrière ça. Donc, des fois, c'est même pas la pétition en soi, on s'en fout. Des fois, c'est toutes les données que tu collectes. C'est comme peut-être, tu as déjà vu souvent quand ils font des discours, ça dit « textez votre appui à tel numéro ». Mais l'idée derrière texter ça, c'est pas nécessairement d'avoir l'appui des gens, c'est d'avoir leur numéro de téléphone après pour pouvoir les rejoindre puis les engager dans d'autres événements. Yes. Louis-Philippe, sinon, toi? À propos de Bernie Sanders, je pense que le fait d'avoir regroupé autant de monde que ça, je pense que l'objectif, c'est plutôt de surfer sur une vague où est-ce qu'il va sur des vagues, genre plusieurs vagues qui suivent. Là. Donc, aujourd'hui, c'est un événement à 2 millions. Là, après ça, le prochain... et peut-être le mois prochain, l'autre d'après dans 2 semaines. Fait que si à toutes les 2 semaines, il est capable d'aller rejoindre autant de monde que ça, chacun se souvient au moins qu'il y a 2 semaines, il y a eu un regroupement, il y a eu tant de personnes.
c'est grandiose. Puis surfer un peu là-dessus jusqu'à temps qu'il arrive justement à la campagne électorale. Puis rendu là, à la campagne électorale, en tout cas, sur leur espèce de campagne électorale qui dure infiniment. Là. Puis, puis être capable de justement continuer ce mouvement-là parce que, comme tu dis, Léo, je pense pas qu'il peut vraiment se mettre tous ses œufs dans le même panier que la dernière fois. Là, il y avait beaucoup de contrastes il y a 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Puis il y a des gens de pas mal de tous les horizons, beaucoup de monde à gauche, beaucoup qui s'appellent des socialistes démocrates. Mais je pense qu'il risque d'avoir aussi des gens qui vont adapter leur discours à les contradictions qui ont été soulevées par la présidence de Trump. Le fait que, oui, bon, c'est peut-être des trucs que Trump avait soulevés, comme par exemple, je sais pas moi, le fait que le système était un peu brisé, que la démocratie fonctionnait pas bien pour les plus pauvres, pour les gens qui habitent dans les milieux ruraux, etc. Bon, au final, peut-être qu'il n'aura pas travaillé énormément pour eux, même s'ils l'ont aidé à se faire élire. Mais je pense que, tu sais, aujourd'hui, il va falloir que les démocrates, qu'ils soient socialistes, démocrates ou, je sais pas, démocrates standard, establishment, peu importe, va falloir qu'ils se posent ces questions-là puis qui répondent à ces questions-là. Il va falloir qu'ils soient capables de monter un discours à propos de ces contradictions-là qui sont maintenant peut-être plus soulevées à propos de la société américaine, à propos du système politique américain. Puis, justement, Bernie Sanders, il ne pourra pas simplement faire la même campagne que la dernière fois, comme si de rien n'était, comme si c'était la première fois que les gens entendaient parler de ça. Au niveau des enquêtes, est-ce que vous pensez que les démocrates devraient se concentrer sur les enquêtes puis tourner leur effort vers ces enquêtes-là ou se dire, ben, de toute façon, si Trump est impeaché, il va devenir un martyr, ça va devenir un cirque où est-ce qu'on ne parlera plus des candidats démocrates. Est-ce que ces enquêtes-là sont pertinentes pour l'élection pour faire élire un président? Ben, j'ai l'impression, comme tu as dit, que les démocrates ne veulent pas trop se lancer là-dedans, ou en tout cas, sûrement pas se lancer dans une procédure d'impeachment pour justement pas le transformer en victime, puis en martyr, puis pour lui permettre justement de dire, ben voilà, une autre chasse aux sorcières, puis parce que ce qui sort de ces enquêtes-là, en tout cas jusqu'à présent, c'est toutes des accusations qui seraient très graves dans un contexte, disons, normal, entre guillemets, mais là, on dirait que ça ne permet pas d'atteindre davantage de réduire la base électorale de Trump. Puis comme tu disais, ça monopolise beaucoup d'énergie, puis ça dévie beaucoup d'attention de d'autres sujets. Donc, je pense qu'il faut qu'il continue, bien sûr, ces enquêtes-là d'avoir lieu, mais je n'ai pas l'impression que ça va mener justement à une procédure formelle, par exemple, d'impeachment ou tout ça, parce que justement, les démocrates ne veulent pas le transformer en victime, puis il n'y a pas encore de smoking gun, si on veut, ou d'éléments assez forts pour permettre une véritable de destitution. Et voilà. Puis encore une fois, c'est que Trump est très bon pour justement toujours créer plus de nouvelles, puis dévier l'attention. Donc, c'est comme ça ne semble pas avoir atteint. Puis, même la déclaration choc là, de Cohen la semaine dernière, je veux dire, c'est très, très grave. Puis, c'est des choses qui, en temps normal, auraient dû, disons, affecter grandement le président. Mais là, on dirait qu'il s'en sort presque, encore une fois, indemne. Mm-hmm. Puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont un peu célébré le 4 sur 10. Là, on parlait du sondage, puis qu'il y a 4 personnes sur 10 qui votent pour le réélire. Donc, beaucoup de personnes se disent « Ah oui, donc 60% des gens vont voter contre Trump et donc il ne se fera pas réélire. » Je veux dire, on s'entend que la campagne n'est pas... Je veux dire, les primaires sont même pas encore commencées. On ne sait pas c'est qui va avoir de l'autre côté. Fait que là, je veux dire, si la dernière fois, c'était quasiment anyone but Hillary... après ça, si on a un démocrate socialiste de l'autre côté, on a aussi dit que le mot socialisme était extrêmement peu populaire. Fait que je vois difficilement comment est-ce qu'on peut se réjouir à un 4 sur 10. Si c'était un 2 sur 10, là, je serais peut-être un peu plus convaincu. Mais à 4, je trouve qu'il y a encore pas mal d'incertitudes. C'est quand même pas 51-49. Non. Non.
Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité cette semaine, voici quelques nouvelles en bref. Donc, Pierre-Carl Pellado dépose officiellement une offre d'achat de Théo Taxi. Bonardel, impuissant devant les hausses des frais d'immatriculation de la SAAQ. Catherine Dorion avoue qu'elle pirate Games of Thrones par erreur en chambre. Sinon, Sol Zanetti envoie à la reine une copie de son projet de loi visant à abolir l'obligation de lui prêter serment. Au niveau des dons, QS est largement en avance sur les autres partis depuis le début de l'année. Déneigement, il faut rapatrier tous les contrats au public plaide Québec solidaire dans la Pravda. L'air de Québec, non, c'est pas vrai. L'air de Québec parmi les plus pollués de la province. François Legault a reculé sur des positions qu'il défendait dans l'opposition. Marie-Chantal Chassé affirme qu'elle manquait d'expérience politique. Au niveau du projet gazoduc, Benoît Charette réécrit la loi, dénonce Greenpeace. Les employés de Québec solidaire se sont syndiqués. Il y a une hausse de 0,9 % pour l'ensemble des clients d'Hydro-Québec. Le ministre de l'Environnement soumettra le projet Sayona au BAP. Et sinon, Fox News aurait partagé les questions de son débat présidentiel avec Trump et aussi tué sa propre histoire sur Stormy Daniels avant l'élection pour protéger Trump. Des choses à ajouter, les gars? Moi, je voulais juste rajouter sur PKP et Théo Taxi. Je me demande un peu, est-ce qu'il y a derrière ça une volonté justement de Pierre-Carl Pellado de se remettre dans l'actualité puis de jouer un peu le rôle de sauveur pour se repositionner politiquement. En fait, je me demande si c'est uniquement une opportunité d'affaires qu'il poursuit ou s'il n'y a pas un objectif aussi politique derrière ça. Je me demande ça parce que Théo Taxi, c'est quand même des opérations assez différentes du core business, mettons, de Québécois, qui est plutôt celui des médias, de la câble distribution, et aussi le fait que, j'ai décidé Théo Taxi a fait faillite, c'est que le modèle d'affaires ne semblait pas très bon, ou en tout cas, ne permettait pas d'être rentable. Donc là, je me demande, s'il n'y a pas d'autres objectifs que justement financiers là, que poursuit PKP. Puis, l'autre élément qui a attiré mon attention, là, c'est QS là, qui est en avance dans les dons. Donc, c'est quand même impressionnant de voir. Là, je pense que dans les derniers mois, là, c'était à peu près plus de la moitié des dons et de la moitié des donateurs là, qui a été à QS là, pour les premiers mois de 2019. Donc, c'est quand même impressionnant de voir ça. Bon, on n'est pas en année électorale, donc il faut faire attention. Les dons sont toujours assez faibles. Puis, la plupart des partis là, sont en reconstruction en ce moment, mais ça illustre quand même qu'ils ont été capables de transformer le momentum qu'ils ont eu dans la dernière élection en appui là, soutenu, puis en dons réguliers. Donc, c'est chapeau. Pour avoir côtoyé un peu Pierre-Carl Pellado pendant la chefferie, je pense que les véhicules électriques puis l'électrification des transports, c'est vraiment un dada parce que, si on se souvient bien, il avait été nommé par Pauline Marois au conseil d'administration du Oui, c'est vrai. Fait que, je pense que s'il était à revenir dans la sphère publique, dans un but politique ou de desperation politique, je ne suis pas sûr qu'il se lancerait dans quelque chose qui est aussi casse-gueule que Théo Taxi. Fait que je vois plus ça comme vraiment une passion, un side project, parce que au départ, aller justement sur le conseil d'Hydro, c'était un peu parce qu'il était tanné de Québécois. Ben pas tanné, mais il voulait passer à autre chose, puis il voulait aller s'impliquer avec Hydro-Québec. Donc, il y a vraiment une passion de longue date pour l'électrification des transports puis les voitures électriques en général. Oui, je pense que c'est plus un hobby là, qu'autre chose. Tu sais, quand on est milliardaire, on a des petits hobbies comme ça. Sinon, toi, Louis-Philippe? J'avais envie de vous parler un peu tout d'abord, je voulais juste vérifier. Léo, est-ce que tu es dans la Basse-Ville en ce moment? Oui, j'ai d'ailleurs croisé Catherine Dorion l'autre jour par hasard. Je suis dans Limoilou. OK. Donc, je suis dans le fief de Sol Zanetti. Ah oui, mais on t'a pas entendu tousser à date dans cet épisode. En fait, je voulais parler rapidement là, du cas de l'aire de Québec, là, ou du moins de la Basse-Ville, qui est particulièrement polluée. C'est sûr qu'on peut, à la blague, parler de la situation en te demandant si tu vas bien et tout, mais... pour le moment, ça va bien. J'ai pas encore toussé ou craché du sang, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'il y a eu l'épisode de la poussière rouge il y a quelques années, puis là, en effet, la nouvelle qui sort cette semaine, que l'aire de Québec est parmi les plus polluées, fait que commencer à faire attention. Je pense que ça devrait plutôt... on devrait plutôt mettre l'emphase sur le côté prévention. Je pense que je pense que c'est assez une évidence que pendant des décennies et des décennies, on s'est un peu foutu de cette question-là. Puis que, naturellement, c'est les quartiers plus pauvres qui se ramassaient avec des problèmes de qualité d'air, des problèmes de qualité de l'eau, par exemple, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que
c'est vraiment, au moment où l'environnement prend de plus en plus de place, il faut aussi se questionner sur où les gens vivent, comment est-ce qu'on est capable de régler les problèmes les plus proches de nous rapidement. Puis, des problèmes comme ça, c'est pas juste le cas à Limoilou, dans la Basse-Ville, c'est le cas aussi à Montréal, c'est le cas notamment avec la construction de l'échangeur Turcot, et la destruction plutôt de l'échangeur Turcot en ce moment. Fait que faut vraiment repenser un peu notre schème d'analyse de la qualité de l'air pour justement prévenir les problèmes comme ça. Bien, justement, je vais faire un peu de surf sur ça. Si j'étais dans le fief de Sol-Zanetti puis j'étais député de ce comté-là, peut-être que je passerais moins de temps à envoyer mes recherchistes, essayer de trouver le numéro de la reine pour y envoyer un projet sur un serment, puis j'enverrais mes recherchistes faire des tests de qualité de l'air ou du moins s'informer là-dessus. Puis c'est ça qui me fatigue un peu présentement avec, on revient avec le code vestimentaire, mais tout ça. Je trouve que les interventions de Québec solidaire, ou en tout cas celles qui sont médiatisées, sont très en surface. Puis peut-être qu'il y a des interventions qui sont un petit peu plus profondes sur les inégalités économiques, sur l'environnement. Mais souvent, quand on entend parler d'eux, c'est pour des choses comme justement appeler la reine pour un serment. Puis je me dis, tabarouette, vous êtes bon pour faire des choses médiatiques intéressantes, mais pourquoi on ne s'attaque pas au nombre de paliers d'imposition, à l'évasion fiscale, au lieu de tout le temps surfer sur des petites choses loufoques puis superficielles pour faire du clic, là, sans que ça avance les choses, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. En même temps, la réponse à ça, je pense, c'est qu'en même temps, c'est ce qui génère justement des clics, c'est les sujets plus légers, puis des fois, c'est une façon d'amener les gens vers des sujets plus complexes par la suite. Puis, c'est parce que Québec solidaire, par exemple, historiquement, parlait peut-être plus de sujets justement très précis, très nichés, puis ne réussissait pas justement à ratisser large. Mais une fois que ça s'est dit, moi je suis d'accord avec toi que des fois, je trouve qu'on perd de vue des sujets essentiels, comme celui-là, par exemple, que dans Limoilou serait un des quartiers avec une des pires qualités de l'air. Mais je veux dire, ça, faut en parler, puis c'est pas, peut-être que c'est pas sexy, mais c'est ça aussi le travail du député de se porter à la défense de ses concitoyens. Puis, Québec solidaire, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes là, par rapport à ça. Là. En tout cas, au courant des prochains 4 ans, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller avec ça. Puis, parce que là, maintenant, en plus, ils sont 10, donc ils se doivent de faire justement ce travail parlementaire de fond, puis de ne pas juste être dans le superficiel. Puis, ils ont beaucoup parlé de communauté, disons, dans la campagne électorale. Ils ont sans arrêt martelé le point qu'elle allait représenter les gens de leur comté. Puis, comme vous dites, les gars, c'est des stunts médiatiques qui ont peu d'influence justement sur les gens de leur communauté, sur les gens qui ont voté directement pour eux. Mais en même temps, c'est ça. C'est sûr que si Catherine Dorion n'avait pas fait son vidéo sur le 3e lien, ou tout ça, peut-être qu'elle n'aurait pas eu en tout cas, elle ne serait sûrement pas aussi connue, puis elle n'aurait pas un porte-voix comme celui qu'elle a aujourd'hui. Mais c'est juste que je me demande un peu, est-ce que c'est ça maintenant le critère? Il faut devenir un YouTuber finalement pour pouvoir s'exprimer comme député ou attirer l'attention. Je ne sais pas. Je me demande juste moi aussi à quel point c'est payant à long terme, puis à quel point ça nous amène dans la bonne direction, puis vers des échanges plus constructifs. Puis est-ce que vraiment les gens qui écoutent ces vidéos-là vont être plus à l'écoute par la suite de ce que ces députés-là ont à dire, j'espère. Mais enfin, je ne sais pas. C'est juste moi aussi, il y a quelque chose qui me chicote un peu là-dedans. Puis je trouve qu'on met de côté quand même beaucoup de sujets essentiels. Je vais dire comme Richard Martineau l'a dit, dans Spider-Man, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Yeah. Donc, les gars, avez-vous quelque chose à nous suggérer cette semaine, quelque chose à nous proposer, Louis-Philippe? Oui, cette semaine, surtout si vous habitez dans la Basse-Ville, je vous invite à venir à Montréal. C'est le festival Montréal Joue. Donc, en fait, c'est un festival sur
les jeux de société et les jeux vidéo. Donc, bon, c'est sûr que moi, je travaille dans le domaine du jeu vidéo, fait que ça me touche personnellement. Puis, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait, non seulement chez la compétition, mais aussi dans les compagnies indépendantes, puis tout. Puis également, d'aller participer à des ateliers. Par exemple, en fait, il y avait un atelier de création de jeux de société. Fait que si vous êtes créatif sur les bords, puis vous avez peut-être envie de faire un jeu de société sur l'engagement politique ou autre, je vous invite à venir dans le coin. Vous pouvez voir sur leur site web. Il y a des événements partout dans la ville, particulièrement dans les bibliothèques. Donc, c'est probablement que proche de chez vous, il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Cool. Sinon, Léo, de ton côté? Ben, écoutez, moi, je suis toujours en exploration là, de mon nouveau chez-moi là, qui est Québec, parce que, bon, comme vous, à la base, je suis plus un gars de Montréal, mais pour les gens qui seraient de passage à Québec en fin de semaine, je vous invite à... C'est un lieu qui est déjà là depuis quelques années à Québec, mais que moi, j'ai juste découvert récemment, c'est la Maison de la littérature, qui est une bibliothèque vraiment magnifique, qui est une ancienne, en fait, comme une ancienne église, si on veut, qui a été transformée en bibliothèque, mais aussi en lieu de création où on invite des écrivains, il y a toutes sortes d'ateliers à savoir culturels qui sont organisés ça régulièrement. Puis il y a des gens de Québec ou qui sont de passage à Québec, je pense que c'est vraiment un lieu là, qui mérite le détour, qui est tout près là, de l'édifice Price dans le Vieux-Québec. Puis, enfin, on peut rentrer, c'est gratuit. Il y a toujours des petites expositions qui sont là aussi. Donc, c'est un lieu qui est déjà connu là, de beaucoup de gens ici à Québec. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça vaut le détour à ajouter à votre liste. Cool. De mon côté, c'est avec un petit peu d'émotion. Ça va être mon dernier épisode des engagés publics. J'ai des engagements professionnels qui vont un peu m'empêcher de m'exprimer sur la scène publique, notre grande audience des engagés. Mais dans le fond, c'est des engagements professionnels vers quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis je suis vraiment intéressé. Je ne m'en vais pas en politique. Mais c'est ça. Fait que si on a parti le projet, ça va faire pas loin d'1 an. Puis je vais continuer à graviter autour. Puis on verra un peu là, au fur et à mesure que ça va évoluer, là, comment je vais pouvoir m'engager. Mais c'était mon dernier épisode pour un petit bout de temps. Fait que sur ça, pour une dernière fois, c'était notre épisode de cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com. Pour les autres, à la semaine prochaine. Jean-Samuel, victime du bâillon. Donc, on va passer suggestion de la semaine. J'ai toussé, mais c'est parce qu'on est dans Hochelaga aussi, c'est ce genre de quartier-là. Là, il n'est pas bien bon non plus. Habitez jamais à l'est. C'est là que là, les fumées de charbon vont.